Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles, mais cette fois-ci, on ne va pas préciser que ce sera des nouvelles locales seulement, puisque le sujet qui est à la une de nos informations, il s'agit de ce qui se passe dans les territoires occupés, en Israël et à Gaza. Quand il s'agit de ce sujet, nous avons des déclarations de la part du chef de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a déclaré que l'Égypte suivait de près les derniers développements de la situation sur la scène palestinienne, soulignant que l'escalade en cours est extrêmement dangereuse et aura des répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte intensifiait ses contacts sur tous les niveaux en vue de stopper les affrontements militaires en cours, en vue d'épargner le sang du peuple palestinien et de protéger les civils des deux côtés palestiniens et israéliens. El-Sisi a réitéré que la paix juste et globale, basée sur la solution à deux États, est la seule voie pour réaliser la sécurité permanente pour le peuple palestinien. Il a indiqué que l'Égypte ne renoncera jamais à ses engagements à l'égard des causes arabes, notamment palestiniennes. El-Sisi a exprimé l'espoir de parvenir à une solution et à un règlement à la crise palestinienne à travers les négociations afin de parvenir à la paix et à la création d'un État palestinien, soulignant que l'Égypte ne permettrait jamais de liquider la cause palestinienne au profit d'autres partis. Sur un autre plan, le président a souligné que la sécurité nationale de l'Égypte figure à la tête de ses responsabilités, ajoutant que la sécurité nationale est une priorité indiscutable. Et pour analyser ce discours de la part ou bien ces déclarations du président Abdel Fattah el-Sisi, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Dr Sam Abdel Fattah. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors, premièrement, comment analysez-vous les déclarations soit palestiniennes, soit israéliennes depuis le déclenchement du conflit entre les deux pays samedi dernier? Eh bien, il y a plusieurs lectures en fait de ce qui se passe, c'est-à-dire sur la scène. Il y a plusieurs logiques en fait, et ça dépend certainement de lecture que vous allez donc adopter. C'est-à-dire, nous avons une lecture par exemple qui regarde des choses sur le plan humain. Ça veut dire qu'il y a des civils qui tombent morts, qui sont assassinés, soit des deux camps, c'est-à-dire le camp palestinien et le camp israélien. C'est une lecture, mais c'est une lecture incomplète, qui ne tient pas compte du contexte historique, du développement, en effet, de la situation de la crise palestino-israélienne. Et il y a une autre lecture, c'est une lecture, à mon avis, très objective, c'est-à-dire une lecture qui regarde le conflit. Il y a une certaine logique qui régit tous les conflits du monde. C'est-à-dire, nous avons deux parties qui sont d'abord en guerre et que nous avons une partie, par exemple, qui occupe la terre de la première et depuis certainement, je ne dirais pas des décennies, mais disons un siècle, par exemple, et qui veut exterminer complètement la population autochtone de cette terre. Ça veut dire les Israéliens veulent gommer complètement les Palestiniens depuis très longtemps. Ça, on le sait, depuis un siècle à peu près. Oui. Bien. Alors maintenant, ils ne reconnaissent pas les droits des Palestiniens. Donc un conflit, et certainement, on sait très bien que Israël jouit d'une stature, d'une position très avantageuse, très privilégiée, du point de vue, par exemple, des assistances américaines, c'est-à-dire que les Juifs, enfin les Israéliens, dans le monde entier, en Occident, en Amérique, eux, quand même, je tiens les rênes, je dirais, des pouvoirs, des influences financières, économiques, et ils sont à l'origine des décisions. Et regardez, par exemple, mais les Palestiniens, simplement, c'est-à-dire la population, en fait, qui a perdu sa terre, là, vraiment, quelle que soit vraiment la torture, le massacre que les Palestiniens subissent, là, vraiment, ils n'attirent pas la sympathie du monde, la compassion du monde, et puis donc, on veut simplement les exterminer, les faire disparaître. Et on a conçu en fait une solution à deux États, et pourtant Israël, justement, se détourne complètement de cette solution, à tel point que le Premier ministre Netanyahou, un jour devant Trump, lorsqu'il
lorsqu'il simplement il lui pose une question, il lui demande certainement de tenir compte un petit peu des Palestiniens qui vivent au Gaza, il dit mais quels Palestiniens? Les Palestiniens ont disparu, il n'y a plus de Palestiniens, il n'y a qu'Israël. Donc, dans ce contexte, en fait, je dirais co-objectif, parce qu'il s'agit en fait de la logique des conflits. Dans ce contexte, il faut s'attendre en fait à un conflit, c'est-à-dire les Palestiniens, quelle que soit leur couleur, leur faction, djihadistes, islamistes, les Palestiniens ordinaires, laïcs, tout ça, certainement ne peuvent jamais oublier le rêve du retour à leur terre. Et maintenant, ils sont confinés à Gaza, enclaves, ils sont simplement, même pour l'alimentation, pour les aides humanitaires, ils ne reçoivent que, disons, quelques, je dirais, des restes ou n'importe quoi. Mais la question qui se pose actuellement, on veut complètement exterminer les Palestiniens. On a vu, il fallait que le gouvernement israélien, il fallait qu'il s'attende en fait à une réaction, parce que ce sont eux qui ont attisé la vengeance. Il fallait s'attendre vraiment à cette action. Mais sur le plan humain, on refuse complètement que les civils des deux côtés soient les victimes. Mais justement, dans ce cas, la population israélienne devait se débarrasser complètement de son gouvernement, parce que vous savez très bien que actuellement le gouvernement, c'est un gouvernement fondamentaliste, extrémiste. C'est-à-dire que là, ils encouragent la multiplication des colons, ils encouragent l'occupation de davantage de terres, ils veulent, comme je viens vous dire, ils veulent exterminer, éliminer, faire disparaître, gommer complètement les Palestiniens. Alors, vous voulez que les Palestiniens restent comme ça, les mains liées? Mais non. Donc, vous voyez, ça il y a plusieurs lectures. Actuellement, pour les conséquences de ce conflit, il faut s'attendre à beaucoup de conséquences. Parce qu'on sait très bien que l'administration américaine exerce une pression sur les pays arabes, les pays du Golfe, par exemple, tous les pays arabes. Pourquoi? Pour se rapprocher d'Israël. Donc ici, le rêve de rapprochement d'Israël, maintenant, est en voie de disparaître, après ce qui s'est passé. Et maintenant, on n'écoute plus vraiment la résistance palestinienne. Avec la crise ukrainienne, avec le Covid-19, on a oublié complètement la situation ou l'état des Palestiniens actuels qui souffrent depuis un siècle jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce que vous attendez? On doit s'attendre quand même à une action, je dirais, hors norme. Une action qui fait abstraction complète de quoi? De tout aspect humain. Et ça, moi, certainement, je ne suis pas d'accord sur le massacre des civils ou bien la prise d'otage des deux côtés de n'importe quel être humain. Mais qui nous a embarqués dans cette logique? C'est le gouvernement israélien. Les négociations sont toutes vouées à l'échec. Oui. Même l'idée de deux États, enfin, la solution à deux États, ça n'existe plus. Même quand on a posé la partie arabe, c'est-à-dire qui regroupe tous les pays arabes, bien sûr, à haute voix, il déclare, il réclame en fait l'application de la solution de deux États, et pourtant, vous voyez, le gouvernement israélien s'en fout. Il dit, mais il n'y a plus de Palestiniens, ça n'existe plus. Nous les avons exterminés. Eh bien, alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est ça c'est la réaction attendue. Vous voyez? Donc, c'est ça la lecture que je pourrais donner. Je pense que c'est la lecture qui adopte la logique, bien, qui est faite dans une perspective logique, la logique des conflits. Oui. Et là, peut-être, c'est le point de vue arabe en général. On trouve quand même, lors du discours du président Abdel Fattah el-Sisi, il a réitéré que la paix juste et globale, basée sur la solution à deux États, est la seule voie pour réaliser la sécurité permanente pour le peuple palestinien. Est-ce que, après ce qui se passe, et vous suivez bien la situation sur le terrain, est-ce que cette solution est sur la table maintenant devant la communauté internationale? Je parle des puissances, des grandes puissances comme les États-Unis ou bien la Chine, la Russie aujourd'hui. Eh bien, cette solution est toujours sur la table depuis des décennies. Mais depuis combien de temps on réclame cette solution? C'est pas seulement ici l'Égypte, mais tous les pays arabes. Maintenant, c'est la Russie actuellement.
2 États, la Chine, 2 États, parce que à part cette solution, c'est l'extermination des Palestiniens. Et la leçon, c'est il faut quand même tirer des leçons de l'histoire. Parce que vous savez très bien que les Israéliens ont un rêve. C'est quoi les rêves? C'est justement, ils identifient les Palestiniens à la population autochtone de l'Amérique du Nord. Les peaux rouges. Ils veulent justement faire disparaître cette population à tout prix. Pourquoi? Parce qu'ils imaginent qu'il n'y aurait plus de résistance. Mais c'est impossible. Oui. C'est impossible parce que la population autochtone de l'Amérique du Nord reste quand même, c'est-à-dire dans une sorte de diaspora, il est dispersé, mais il n'oublie jamais, les générations n'oublient jamais le retour. Oui, tout à fait. Bon, il ne veut pas retirer cet enseignement de l'histoire. Et le président Abdel Fattah al-Sisi a raison, bien sûr, de le dire, mais tous les peuples, parce que si vous voulez mettre fin vraiment à ce conflit, c'est par les concessions. Je pense que cette solution n'est plus concevable que dans une seule hypothèse. C'est que le gouvernement fondamentaliste, comme à l'instar de celui de Netanyahou, ou bien n'importe quel fondamentaliste, parce qu'il y en a beaucoup, il ne faut pas oublier que le fondamentalisme juif et sioniste, c'est celui qui gouverne Israël. Est-ce qu'il y a un espoir que les extrémistes de droite extrême partent? Je ne pense pas maintenant. Parce que le conflit va continuer. Et même si on fait disparaître complètement Gaza, les Palestiniens sont partout, monsieur. Dans la diaspora, partout dans le monde. Ils veulent retourner quand même. C'est-à-dire que, et je pense que pour les Hamas, ou bien, moi je vais employer le terme résistance, parce qu'il n'y a pas que ici le djihadiste ou le Hamas, il y a les Palestiniens, bien sûr, qui veulent se venger quand même, parce qu'ils ont subi les massacres dans leur famille. Regardez les enfants et les maisons qui s'écroulent, il suffit de voir. Je vais vous dire quelque chose, c'est que là, ici, je pense que cette fois, cette attaque menée par Hamas est complètement différente des précédentes. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une réflexion antérieure. Il y a une planification très bien élaborée. D'abord, c'est que 2 attaques terrestres, aussi justement avec les roquettes, et puis après, je pense que ici, la résistance palestinienne avait tout prévu, avait tout calculé, c'est-à-dire ils s'attendaient, je pense, parce que ce serait stupide de ne pas le faire, ils s'attendaient à ce que Gaza soit ici en proie au bombardement, et c'est ce qu'on voit actuellement, et puis la réaction, est-ce que simplement ils resteront les mains liées? Ça, cette fois-ci, je ne pense pas. Voilà. Demain, il y a une session extraordinaire à la Ligue arabe, au siège de la Ligue arabe, au niveau des ministres arabes des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'on attend de cette réunion, à votre avis? La seule solution, qu'il y a beaucoup de pays arabes quand même, c'est-à-dire qu'ils subissent des pressions de l'administration américaine. Alors la question qui se pose pour les pays arabes, simplement pour adopter une solution comme ça unanime, c'est justement de réfléchir aux conséquences. Est-ce que, quelle que soit la pression américaine, les pays arabes, et même cette année après ce qu'on a vu, on a vu quand même des précurseurs pour un rapprochement entre Israël et les pays du Golfe. Est-ce que maintenant ces pays sont prêts à abandonner ici cette politique de rapprochement? Ça, ce sont des questions quand même qui doivent être soumises à la discussion demain. Oui. Et il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que après le bombardement de Gaza, les Palestiniens qui sont bien sûr acculés ou bien sont obligés, contraintes de quitter Gaza, voilà, donc qui va les accueillir? Voilà. C'est vrai. Qui va les héberger. Bon, une dernière déclaration de la part du président Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui. Il a souligné que la sécurité nationale de l'Égypte figure à la tête de ses responsabilités, ajoutant que la sécurité nationale est une priorité indiscutable. Absolument. Oui, alors, parce que ce qui se passe actuellement touche la sécurité nationale avec le point de vue que je viens vous dire, c'est-à-dire que les Palestiniens, parce que n'oubliez pas que ça c'est limitrophe, Palestine, au Gaza, et aussi il y a des frontières entre Israël et l'Égypte, et aussi la Jordanie. Donc, vous voyez, alors qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il ne faut pas s'oublier, le rêve des Israéliens, c'est d'implanter ici un État palestinien au nord du Sinaï, ce qui est un peu quand même
inconcevable et impossible. Et c'est pour faire oublier aux Palestiniens leur pays. Vous voyez, donc il y a beaucoup de questions, qui se posent, qui touchent la sécurité nationale. Hein. Parce que, comme je viens de vous dire, que les Palestiniens, maintenant, ils essayent justement de chasser complètement les Palestiniens de Gaza. Mais où vont-ils aller? Où vont-ils? Est-ce que vous pensez aussi, il faut quand même oublier une chose, il faut quand même se rappeler une chose. Les Palestiniens, ça c'est une chose, refusent complètement, justement, qu'ils vivent dans un autre pays, n'est-ce pas, à la place de leur patrie. Ça, c'est une question très importante. Parce que je me rappelle très bien que lorsque Gamal Abdel Nasser, ça s'est dit en 1900, il y a eu un accord, en effet, dans 1952, autant que je me rappelle, et que, bon, une discussion pour trouver refuge aux Palestiniens au nord du Sinaï, et que les Palestiniens eux-mêmes, ont manifesté, ils refusent. La seule solution que les Palestiniens sont prêts toujours à respecter, justement, de vivre dans leur patrie. Ça, c'est la moindre des choses. Et maintenant, et que Mahmoud Abbas lui-même, on le sait très bien, il voit que simplement, il a essayé plusieurs fois de maintenir son administration, comme il dit lui-même, sous respiration artificielle. Parce que c'était pour lui une nécessité pour justifier, peut-être, n'est-ce pas, c'est justifier son immobilisme. Parce qu'on sait très bien qu'actuellement nous avons Fatah et nous avons Hamas et aussi actuellement le djihad. Donc, vous voyez, mais ce qui est vraiment, les trois ont en commun une chose, c'est le retour à leur pays, ou bien vivre dans leur pays. Toute autre solution est complètement rejetée. Oui. Là, cette déclaration de la part du président Abdel Fattah el-Sisi concernant la sécurité nationale du pays intervient après une déclaration de la part d'un haut militaire israélien qui a demandé aux Palestiniens de Gaza de se diriger vers le Sinaï. Après ça, il faut dire que le porte-parole militaire israélien a nié ou bien a dit que non, il n'y a pas de déclaration pareille de la part de l'armée israélienne. Est-ce qu'il y avait cette intention et puis avec le refus de l'Égypte? Absolument, monsieur, absolument, parce que c'était proposé par les Américains, c'est-à-dire que lors de la présidence de Trump, c'était comme ça. C'est-à-dire l'idée, c'est quoi? Et c'est justement, c'est après la décision de Netanyahou, justement, de prendre Jérusalem pour capitale. Il voulait justement confiner les Palestiniens au nord du Sinaï. Parce que c'est très bien que Gaza lui fait mal de tête. Donc, ça, c'est un rêve pour les Israéliens. Comme ça, ils occupent complètement Palestine. Ils veulent justement enraciner les Palestiniens au Sinaï. Est-ce que les Palestiniens eux-mêmes n'acceptent jamais ça? Et puis après, comment? C'est-à-dire que, justement, laisser les Israéliens comme ça occuper Palestine et aussi Gaza, c'est impossible. Mais ça, c'est l'absurde. Je vous remercie beaucoup, Dr Sam Abdel Fattah. Je rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours. Dr Abdel Fattah a résumé quand même, a donné un bref aperçu sur tout ce qui se passe dans les territoires occupés et en Israël et à Gaza et de la position des pays arabes, leur point de vue. Et on a parlé quand même de ce qu'on attend de la réunion ou bien de la session extraordinaire au niveau des ministres des Affaires étrangères arabes qui sera tenue demain au siège de la Ligue arabe au Caire. Passons à une autre nouvelle locale. Là, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à la cérémonie de remise des diplômes d'une nouvelle promotion d'étudiants à l'Académie de police, leur souhaitant tout le succès. Le chef de l'État a honoré les premiers diplômés et à cette occasion, il a tenu à adresser ses salutations aux familles des martyrs.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a honoré les premiers diplômés de l'Académie de police 2023 lors de la cérémonie de remise des diplômes d'une nouvelle promotion d'étudiants de l'Académie de police. Il leur a adressé ses félicitations, leur souhaitant tout le succès et affirmant que leur mission avait commencé après l'obtention de leur diplôme et après avoir obtenu la formation et les connaissances scientifiques nécessaires qui les qualifient pour accomplir leur mission de manière appropriée. Le président el-Sisi a affirmé que l'État améliorait les performances et niveaux de qualification académique en plus de la qualification physique. Ce qui est important est que vous traitiez avec les citoyens égyptiens, qu'ils soient des citoyens ordinaires ou même des citoyens hors contexte. Nous adhérons, mettons en œuvre et respectons l'état de droit et les normes que vous avez apprises à l'université avec tout le monde. En fin de compte, il existe une loi qui nous régit tous, a poursuivi le président el-Sisi. Le chef de l'État a en outre tenu à adresser ses salutations aux familles des martyrs, affirmant toute appréciation et respect pour eux. De son côté, le ministre de l'Intérieur Mahmoud Tawfiq a affirmé que l'Égypte, sous le règne du président el-Sisi, avait surmonté les tentatives ayant ciblé le renversement de l'État, la diffusion du chaos et la fragmentation de la trame sociale, soulignant que le grand peuple égyptien s'était aligné sur la feuille de route visant à réaliser prospérité et développement. Dans son allocution, le ministre de l'Intérieur a indiqué que cette cérémonie coïncidait avec les festivités marquant le jubilé d'or de la victoire d'octobre, exprimant les sincères vœux de la police égyptienne aux forces armées et implorant Dieu à accorder progrès à l'institution militaire égyptienne et à maintenir la cohésion entre les deux ailes de la nation. M. Tawfiq a souligné que le ministère de l'Intérieur avait joué son rôle national dans la protection et la sécurisation du front intérieur en faisant face au plan de destruction et par l'affrontement proactif de toute forme de crime afin de sauvegarder la sécurité de la patrie et